Bien, bonjour à tous. J'espère que vous avez à peu près tous trouvé une place. Il reste quelques chaises devant, si nécessaire. Oui, je pense que c'est pas une mauvaise chose de laisser la porte ouverte pour aérer un peu, parce qu'il fait très chaud. Alors, une petite information avant de commencer. J'ai cru comprendre que le problème de chevauchement entre le cours de Master 2 et ce cours est résolu. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et s'il n'y a pas de questions particulières, je vais donc commencer, non sans préciser préalablement que je ferai comme la semaine dernière, et je ferai ça dans la mesure du possible quasiment toutes les semaines, c'est-à-dire je resterai aussi longtemps qu'il le faudra après la séance pour recevoir chacun individuellement, en particulier pour, soit pour les questions ponctuelles, soit pour les étudiants qui rédigent un mémoire sous ma direction. Alors, j'avais commencé donc la semaine dernière à exposer, disons, l'idée générale de la problématique analogique en définissant l'analogie à partir de la notion de similarité, c'est-à-dire que X et Y sont analogues s'ils ont des propriétés communes ou si il y a une relation de similarité, voire d'identité, l'identité étant là un cas un peu particulier, entre des parties de X et des parties de Y, et donc dans tous les cas, l'analogie est une relation, on verra qu'elle va être définie comme toute relation fondée sur une similarité. Alors, je ne reviens pas sur tous les aspects dans lesquels l'analogie intervient, simplement je rappelle les principes de l'analogie telle qu'elle est vue dans la théorie majeure sur ce point en psychologie cognitive, c'est-à-dire la Structure Mapping Theory, qui donc se présente comme un système dans lequel des mises en correspondance sont effectuées entre une source et une cible, la source et la cible étant elles-mêmes composées d'éléments, étant elles-mêmes complexes, c'est-à-dire composées d'éléments ayant des relations entre eux. Je vous avais expliqué également que traditionnellement, en psychologie cognitive, l'analogie est limitée au cas du raisonnement par analogie, donc à quelque chose de très particulier et plus spécifiquement de conscient, c'est-à-dire qu'on va recourir à l'analogie pour résoudre un problème d'une manière relativement explicite, et un premier élargissement du concept d'analogie, qu'on peut dire également comme étant un moment d'unification théorique, c'est de se rendre compte que tout ce qui relève de la catégorisation relève également de l'analogie. Donc, cela nous conduit ou bien à dire que la catégorisation est fondée sur un processus de type SMT, Structure Mapping Theory, soit simplement de dire que l'analogie regroupe à la fois la théorie type Gentner, enfin les modèles théoriques de type Gentner, et puis les problèmes généraux de catégorisation, c'est-à-dire on reviendra un peu longuement sur la question de la catégorisation, mais grosso modo, qu'est-ce que c'est que cette opération de catégorisation? C'est l'aptitude à considérer qu'un objet ou une entité quelconque appartient à une catégorie. Être capable de reconnaître que cet objet appartient à la catégorie bouteille. Voilà, c'est ça la catégorisation, dans son sens, si vous voulez, très très élémentaire. La catégorisation est donc un processus cognitif. Ça n'est pas simplement parce que la propriété a telle ou telle, parce que la bouteille a telle ou telle propriété que je la reconnais comme telle. Il faut aussi des propriétés de mon système cognitif pour que je puisse effectuer cette catégorisation correctement. Et on peut donc décrire la catégorisation comme un processus d'analogie. J'avais montré à partir d'une citation de Hofstetter que ce qui est proche dans les deux cas, c'est l'aspect non rigide du processus, c'est-à-dire que aussi bien dans l'analogie que dans la catégorisation, il y a quelque chose qui n'est
qui d'ailleurs en français est un peu gênant parce que je crois quand même que le mot catégorisation en français renvoie à quelque chose de très strict. Hein. On catégorise quelque chose. Alors que l'idée cognitive de catégorisation, tout au moins lorsqu'on l'entend à partir du concept d'analogie, c'est quelque chose de beaucoup moins rigide que cela. Bon, et puis un deuxième degré d'unification qui conduit, je ne reviens pas sur la justification, mais là aussi on reverra ces notions-là en détail, qui conduit à intégrer également la problématique de l'iconicité dans la problématique analogique. Tout simplement parce que l'iconicité repose sur une analogie dans les systèmes sémiotiques. Hein. L'iconicité est un concept qui vient de la sémiologie ou de la sémiotique. L'iconicité, donc, renvoie à l'idée qu'il y a une analogie entre la forme d'un signe et son contenu, ou entre le signifiant et le signifié, entre forme et contenu, disons, entre forme du signe et contenu du signe. D'ailleurs, quel que soit le signe, mais là, en l'occurrence, on s'intéresse aux signes linguistiques. Donc, vous voyez que si on adopte cette perspective, mais bien sûr, il faudra ultérieurement que je vous montre plus en détail en quoi la catégorisation, l'iconicité, etc., relève bien de processus analogiques, on peut regrouper tous ces problèmes sous la bannière, si j'ose dire, de la problématique de l'analogie en linguistique. Ce qui est beaucoup déjà. Hein. Tout le problème de savoir comment on catégorise, comment on conceptualise, c'est quand même un problème massif dans la vie humaine. Hein. Et la question de l'iconicité, c'est comment on fabrique des signes qui soient cohérents avec les conceptualisations dont on a besoin, hein, d'une certaine façon. Donc, d'un certain point de vue, l'analogie englobe une gamme immense de problèmes linguistiques. Hein. Alors, plus simplement, on peut donc définir la problématique analogique en linguistique ou la linguistique analogique comme étant le repérage, la description, l'analyse de l'ensemble des relations et processus analogiques dans les langues et dans le langage. Hein. Donc, on avait examiné l'analogie comme processus cognitif. Je vais vous parler de ce deuxième point, puisqu'on a dit que l'analogie était une relation. Bon, alors, il faut quand même essayer de préciser entre quoi et quoi cette relation aura lieu. Hein, et puis donc, préciser un peu la nature de cette relation. Donc, préciser la nature de la relation et préciser les éléments entre lesquels cette relation s'effectue. Alors, j'avais prévu de vous parler ensuite des fonctions de l'analogie, mais je vais intercaler un autre point sur les sources ou les origines de cette problématique analogique, parce que cela va me conduire à vous parler de Gustave Guillaume, qui est donc un linguiste du XXe siècle. On peut considérer que c'est le plus grand linguiste du français qui a fait une école. Hein, il y a une école guillaumienne, une école de psychomécanique du langage. Il y a une œuvre immense et toutes sortes de choses. Il est encore pas forcément très très bien connu à l'étranger, mais c'est vraiment un grand linguiste français. Et il se trouve que jeudi, hein, je vous ai distribué donc un programme. Jeudi, nous organisons ici, enfin juste à côté, à la salle des actes, une journée d'études sur les liens entre Guillaume et un autre grand linguiste français, Émile Benveniste. Donc je vous conseille vivement, si vous êtes disponible, de venir assister à cette journée, tout au moins dans les moments de disponibilité que vous avez, parce que ça vous apprendra des choses très très utiles pour votre culture générale en linguistique. Il y aura beaucoup des meilleurs spécialistes de ces deux auteurs qui seront présents, et donc ce sera, je pense, assez enrichissant pour vous. Je précise d'ailleurs que le programme indique que le début est à 9h45, mais si vous êtes à l'heure,
un café vous sera offert à partir de 9h15. Voilà, j'ai fait assez de publicité, on ne vous offre pas plus, hein, on vous offre de la connaissance et du café pour être capable de l'ingérer. Alors, reprenons donc sur la question de la relation. Il faut d'abord préciser, et d'ailleurs l'un ou l'une de vous m'avait posé la semaine dernière une question à ce sujet, il faut préciser la relation entre similarité et analogie. Alors parlons d'abord de la similarité. Comment on peut définir la similarité ? Au fond, c'est assez simple. La similarité, c'est une propriété, hein, on peut dire que c'est une propriété entre deux choses, hein, pas une propriété d'une chose, mais disons que c'est, ou plutôt une relation, pas une propriété, disons une relation entre deux entités quelconques, hein, encore une fois, une relation qui est gradable. Hein. Le concept de similarité est indissociable de l'idée que la similarité peut être grande ou petite. D'accord ? Et, au fond, cette gradation, elle connaît deux seuils. Un seuil en deçà duquel la similarité est tellement grande qu'on bascule du côté de l'identité, et un autre seuil dans lequel la similarité est tellement faible, tellement petite, qu'on bascule du côté de la différence. D'accord ? Donc on le représente assez simplement là, sous la forme binaire de la similarité avec deux éléments, mais on pourrait aussi bien faire cela avec des relations. Alors, il y a une forme de neutralité de la similarité, parce que, au fond, toutes sortes de similarités que nous percevons n'ont aucune pertinence. Autrement dit, le fait de percevoir une similarité permet aussi bien de conclure en disant « oui, ces choses sont similaires, mais très différentes », que de conclure dans l'autre sens en disant « ces choses sont similaires, donc il faut les traiter de la même manière ». D'accord ? Donc la similarité, c'est ce que j'appelle la neutralité de la similarité. Hein. Il y a des similarités qui ne sont pas pertinentes, qui ne servent à rien, ou qui sont au contraire, non seulement qui ne servent à rien, mais qui brouilleraient la perception de la réalité, par exemple. Enfin, des choses comme ça. Alors, c'est là, à partir de là, qu'on peut comprendre le rapport entre similarité et analogie. Parce que l'analogie, justement, on parlera de processus analogiques à partir du moment où on choisira la deuxième des solutions que j'ai évoquées il y a un instant, c'est-à-dire quand on va se fonder sur une similarité pour traiter des entités, des choses, des êtres, des textes, d'une manière identique. D'accord ? Traité comme identique. Hein ? Pas considéré comme identique d'une certaine façon. On sait que ces choses ne sont pas identiques, puisqu'elles sont similaires. Puisque, je vous le rappelle, si elles étaient identiques, elles ne seraient pas similaires. Hein ? Il n'y a pas de similarité au sein de l'identité. On va le revoir dans un instant dans la définition générale de l'analogie binaire. Donc, vous voyez, la similarité, ce sera donc c'est une relation neutre entre des entités, le fait qu'il y ait des propriétés communes, binaires ou proportionnelles, et on va dire qu'il y a analogie au sens d'un processus analogique lorsque on se fonde sur cette similarité pour faire quelque chose qui revient à traiter
les entités similaires comme identiques. Bien. Donc ça veut dire que, puisque la similarité est fondée sur le fait qu'il existe entre les entités similaires des propriétés communes, mais aussi des propriétés différentielles, c'est-à-dire il y a des ressemblances, mais il y a des différences. Encore une fois, s'il n'y a que des ressemblances, que des différences, on n'est plus dans la similarité. Mais la solution de l'analogie, ou le processus analogique, va apparaître au moment, pour une raison très simple, c'est que dans la situation considérée, on va estimer que les propriétés communes sont plus importantes que les propriétés différentielles. Alors ça nous conduit à deux types d'analogies. L'analogie binaire et l'analogie proportionnelle, dont j'ai déjà parlé, mais je vais les présenter de manière un peu plus... Je vais les illustrer un peu plus précisément. Donc l'analogie binaire, c'est deux éléments. On peut la représenter cette relation comme ça. Donc la première propriété de l'analogie binaire, c'est que il faut que les deux éléments x et y ne soient pas identiques. Donc il faut qu'il existe au moins une propriété que j'appelle D ici comme différenciation. Une propriété que possède x mais que ne possède pas y. Bon, là je l'ai formulé, il existe D tel que D de x est négation de D de y. Mais ça, peu importe la formulation pseudo-logique, l'essentiel c'est de comprendre que la première propriété, c'est que d'abord, il y ait de la différence. Ensuite, il faut qu'il y ait une propriété commune entre x et y. Et enfin, si vous voulez, à ce niveau-là, au niveau, après la deuxième propriété, on a la relation de similarité. D'accord ? Là, on est au niveau de la similarité, puisqu'il y a des propriétés différentielles et des propriétés communes. Et l'analogie, elle commence grâce au troisième point, c'est-à-dire qu'il existe un certain point de vue, il existe selon un certain point de vue, une hiérarchie entre les propriétés différentielles et les propriétés communes, telles que les propriétés différentielles sont perçues comme plus importantes d'arrière-plan, moins importantes d'arrière-plan, etc., et les propriétés communes comme des propriétés plus importantes de premier plan, plus spécifiques, plus saillantes. Il y a toutes sortes de façons de le développer, mais on peut l'indiquer comme ça, les propriétés communes sont supérieures. Alors, dans cette formulation, vous voyez qu'il y a un indice S, C est supérieur à D pour un indice S, c'est-à-dire c'est pour un sujet. C'est-à-dire que c'est quand même, il y a un point de vue ici, qui est le point de vue, disons, d'un sujet, selon lequel ces similarités existent. Enfin, disons que le traitement analogique de ces similarités est pertinent. Alors, ce sujet peut tendre vers 0, c'est-à-dire que ou alors, vers 0, je veux dire par là que il peut y avoir des similarités, des analogies objectives qui existent dans la nature. Toute similarité n'est pas forcément, ne procède pas forcément d'un point de vue. Sinon, par exemple, la science n'existerait pas. On ne pourrait jamais dire que deux arbres appartiennent à la même espèce, ou deux êtres vivants, deux animaux à la même espèce. S'il n'y avait pas des propriétés objectives qui faisaient qu'en dépit de leurs différences, on considère qu'ils sont identiques. Dire que deux poules peuvent être très différentes, je ne sais pas, mais vous allez quand même les traiter comme des poules. Bon, alors après, vous pouvez avoir une relation particulière avec la poule 1 et pas avec la poule 2, et donc considérer qu'elles sont similaires, on peut les traiter d'une manière analogue parce qu'il s'agit de poules, mais si c'est votre poule à vous, vous allez la traiter différemment que la poule du voisin. Et enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a dans la nature tout de même certaines propriétés communes qui fondent
des traitements analogiques qui sont objectifs. Alors l'analogie proportionnelle, c'est simplement l'idée que la relation de similarité ou d'identité est fondée sur des relations entre les éléments. Alors vous voyez, ça c'est un exemple du type de test qu'on peut donner pour mesurer le quotient intellectuel ou pour des tests de toutes sortes pour mesurer des capacités cognitives des sujets. Alors ici, vous voyez, les chaussettes sont aux pieds, ce que les gants sont à... Bon, bien sûr, on va répondre les mains. Alors, si on regarde la chose vite, on peut avoir l'impression que c'est vraiment une relation d'identité qu'il y a. C'est-à-dire que, vous voyez, ce qui est similaire ici, c'est la relation entre chaussettes et pieds est du même ordre que la relation entre gants et mains. Alors, il ne faut pas, je pense, se hâter trop de considérer que parce qu'on a la même fonction, la fonction c'est de couvrir, mettons, ou de protéger. Hein, les chaussettes protègent les pieds comme les gants protègent les mains ou couvrent les mains. Il ne faut pas, je pense, se hâter de considérer qu'on a affaire à une identité de relation. Parce que, au fond, le genre de relation qu'on peut imaginer entre les chaussettes et les pieds pourrait être aussi considéré comme simplement similaire au genre de relation qu'on a avec les mains et les gants. Simplement parce que, je veux dire, si on regarde de loin, hein, en termes de fonction, la fonction générale, oui, d'accord, mais dans le détail, on ne les traite pas de la même façon. Il n'y a pas, par exemple, le même ordre de similarité proportionnelle qu'il y aurait entre des moufles et des gants, par exemple. Vous voyez ? Si je mets ici des moufles et des mains et puis des gants, bon alors là j'aurais une identité ici, mais ça, au fond ça ne change rien. La proximité fonctionnelle sera évidemment beaucoup plus grande. Mais ce que je veux dire par là, bon, je vais pas insister parce que ça m'emmènerait trop loin, mais ce que je veux dire par là, c'est que quand on a souvent tendance à considérer l'analogie comme proportionnelle, mais ça vient de toute une tradition philosophique, en particulier kantienne. Hein. On a tendance à considérer l'analogie proportionnelle comme une identité de rapport, alors que la plupart du temps, on a une similarité des rapports. Hein. Pour donner un autre exemple peut-être plus parlant, vous allez avoir besoin d'une identité de rapport dans des situations très précises. Par exemple, lorsque un architecte fait une maquette d'un bâtiment qu'il construit, eh bien là, il faut bien sûr que les mesures, que le rapport entre la taille du toit ou je sais pas, peu importe, enfin les proportions, hein, ce qu'on appelle les proportions, soient exactement identiques. D'accord ? Encore plus sur un plan peut-être que sur une maquette. Bon, mettons que prenons le cas du dessin, un dessin en 3 dimensions d'un bâtiment fait par un architecte. Pour que le maçon puisse le construire, il faut bien qu'il y ait une analogie extrêmement précise entre le bâtiment réel qui va être construit et le plan. D'ailleurs, quand on parle d'un plan on en parle d'une manière précise, numérique. Hein. On dit que c'est un plan à telle échelle qui va être à 1 millième, 1 10 millième, etc. par rapport à la réalité. Donc là, effectivement, on a une identité de rapport. C'est-à-dire que la distance entre tel ou tel point du bâtiment réel est identique à la distance est dans le même rapport que la distance entre les mêmes points sur le plan. Mais ça, c'est un cas très très particulier. Prenez la Tour Eiffel, je ne sais pas,
il y a peut-être, à un moment donné, on a eu besoin d'un plan très détaillé pour fabriquer la Tour Eiffel, d'accord? Mais qu'est-ce que vous voyez dans les rues de Paris? Vous voyez des petites tours Eiffel en plastique, en métal, etc., un peu partout. Bon, est-ce que les proportions de cette tour Eiffel sont exactement... est-ce que ces tours Eiffel sont à l'échelle précise du bâtiment? Bien sûr que non. Hein. Mais pourtant, ça ne vous empêche pas de les considérer comme des tours Eiffel et de les apporter à vos amis comme des souvenirs, etc. Bon. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la vie quotidienne nous met beaucoup plus en relation avec des situations de similarité de rapport. On n'a pas besoin, on a besoin de la précision et de l'identité des rapports uniquement dans des situations très particulières. Mais dans la vie courante, la plupart du temps, ces relations d'analogie proportionnelle sont fondées sur des similarités de rapport et pas sur des identités de rapport. Alors, je donne un autre exemple qui est déjà ancien, mais malheureusement, si je veux prendre un exemple avec les ministres de la Culture, je ne peux pas trouver d'autres noms, en France en tout cas. Donc, Jack Lang fut à Mitterrand ce que Malraux fut à De Gaulle. Alors, peut-être que certains étudiants étrangers ne savent pas qui est Jack Lang. Bon, donc, Malraux, c'est un ministre de la Culture qui a été... enfin, disons, c'est même celui qui a inauguré cette fonction de ministre de la Culture à l'époque du président de la République, général de Gaulle. Et donc, la culture, le ministère de la Culture était à cette époque important, soutenu par le président. Ça a été un grand ministre de la Culture. Jack Lang, la relation, donc il y avait une certaine relation entre Malraux et De Gaulle qu'on pourrait décrire comme étant, le président de la République, De Gaulle, a beaucoup soutenu, pour le dire simplement, a beaucoup soutenu le développement de la culture et donc le ministère de la Culture. De même, François Mitterrand, le président de la République, a aussi beaucoup aidé Jack Lang, un ministre de la Culture, qui était donc ministre de la Culture pendant ses septennats. Il l'a beaucoup soutenu de la même façon. Et donc, quand on dit Jack Lang fut à Mitterrand ce que Malraux fut à De Gaulle, on ne veut pas dire seulement que ce sont des ministres de la Culture à chaque fois. Vous voyez ? Parce que ça pourrait signifier cela. Ça pourrait signifier... Jack Lang est à Mitterrand ce que Malraux fut à De Gaulle, c'est-à-dire Malraux était ministre de la Culture de De Gaulle, donc Jack Lang est ministre de la Culture de Mitterrand. Et je pourrais dire ça pour n'importe quel ministre de la Culture. Je ne sais pas, Aurélie Filippetti fut à... c'était qui? C'était Sarkozy je ne sais plus, enfin bon, bref. Non, c'était Hollande? Oui, pardon. Alors, Aurélie Filippetti, non mais parce que là, ils se sont succédés les derniers ministres de la Culture après Jack Lang d'une manière relativement anonyme en fait. Il n'y a pas eu c'est pas bon, ouais, c'est pas une critique globale, mais je veux dire que le fait est que politiquement, ils n'ont pas eu l'occasion de développer des choses importantes. Sans doute, la crise économique y est pour beaucoup, et on n'a pas eu assez d'argent pour la culture. Mais enfin bref. Si je dis Aurélie Filippetti fut à François Hollande ce que Malraux fut à De Gaulle, là je dis uniquement qu'elle est ministre de la Culture. Mais si je le dis pour Jack Lang, je dis que c'était un ministre de la Culture très particulier, un grand ministre de la Culture en France. Voilà. Donc ça c'est une analogie proportionnelle, mais qui peut aussi s'exprimer en disant que Jack Lang, au fond, c'était une sorte de Malraux. On pourrait dire que c'était le Malraux des années Mitterrand. Vous voyez ? Et c'est là que vous comprenez tout de suite le rapport avec la catégorisation. Oui ? Parlons de l'analogie proportionnelle. Je voudrais voir une question l'opposé. Est-ce que si on mettait les mots qui couvrent les doigts et les dents qui couvrent les mains aussi, oui, les doigts. Donc, c'est une analogie mal proportionnelle, mais de proximité fonctionnelle. Oui. Que
Oui, oui, c'est ça. Là, on est plus, on se rapproche beaucoup de la pure et simple catégorisation dans ce cas-là, puisqu'on est dans différentes sortes de gants, entre guillemets, mais il y a un mot différent en français pour moufle. Hein. D'ailleurs, sans doute que dans d'autres langues, ça n'est pas forcément le cas. Je veux dire, c'est... Je sais pas, est-ce que parmi vous, dans les langues que vous connaissez, vous avez deux mots différents pour gants et moufle? Oui. Bon, très bien. Non, non, mais c'est possible, hein, mais ça n'est pas une obligation. Bien, alors, pour être plus précis, on peut donc définir l'analogie d'un point de vue cognitif de la façon suivante, en disant que l'analogie est un processus cognitif qui requiert ou qui repose sur une relation de similarité, donc la similarité est binaire ou proportionnelle, entre deux entités, ou plus, hein, une relation qui va être établie consciemment ou non. Ça, on a vu précédemment que les processus analogiques pouvaient très bien ne pas être conscients, par un individu singulier dans un contexte singulier. Bon, pas. Alors, donc vous voyez que dans cette définition, il est très facile de comprendre que l'analogie est une sorte de grande catégorie générale de processus cognitifs. On va être capable de pouvoir placer dans la catégorie de l'analogie comme processus cognitif le raisonnement par analogie, la catégorisation ou la conceptualisation, les procédés de formation d'un mot par analogie, etc. Hein. Donc, y compris même la généralisation, enfin bon. Donc, tout ce qui est fondé sur de la ressemblance ou de la similarité, chaque fois qu'on fait quelque chose, en quelque sorte, chaque fois qu'on fait quelque chose avec de la similarité, on entre dans l'analogie, dans cette définition de l'analogie, hein, qui a une définition très large de l'analogie. Donc c'est l'idée que nous avons, ce que je disais un petit peu déjà la semaine dernière, nous, êtres humains, une habileté particulière à sentir, à détecter, à repérer les similarités entre toutes sortes de choses, d'événements, etc. Y compris donc des similarités abstraites, hein, relationnelles, dans le cas des similarités proportionnelles. Bien, par ailleurs, donc similarité, c'est la nature de la relation qui permet le processus. Donc, il y a d'autres relations, hein, notamment la contiguïté, l'inclusion. Fondamentalement, si vous voulez, il y a quand même deux relations fondamentales, hein, qui sont la contiguïté et la similarité. La problématique de l'analogie se focalise, si vous voulez, sur tout ce qui relève de la similarité. Mais il faut bien sûr en parallèle traiter également des questions de contiguïté, mais qui relèvent d'une autre problématique finalement. Au fond, si vous imaginez d'une manière très très abstraite deux entités quelconques, soit elles sont similaires, soit elles sont contiguës. Elles peuvent être les deux d'ailleurs. Contiguës à condition d'intégrer la contiguïté spatiale, temporelle, etc. Même méronymique, c'est-à-dire contiguë au sens d'une relation entre parties et tout. Donc au fond, pour moi, si vous voulez, la contiguïté et la similarité, d'une manière à la fois assez proche et différente de ce que disait Jacobson et que peut-être certains d'entre vous connaissent, ce sont vraiment les deux relations fondamentales dans la nature, pour l'être humain, etc. Et donc, c'est ce qui justifie aussi qu'on s'intéresse à l'analogie. Oui. J'ai un petit peu de mal avec similarité. Enfin, je comprends à peu
après, par les exemples, Mhm. j'ai bien compris. Mais si on a affaire à des entités discursives, de discours par exemple, Oui. si je veux par exemple parler de discours politique, ou bien discours politique de Jacques Malraux, Du discours poétique? politique. Ah, politique. Oui. Malraux et Jacques Lang, ou Oui. par exemple Mitterrand, Charles de Gaulle, tous les deux ils ont la même fonction avec les différences temporelles, d'époque. Hein. Et alors là, à partir de quel moment je pourrais faire l'analogie? Enfin, qu'il y a un processus analogique, je veux Oui, dire, par rapport alors. au fait que je puisse dire. Non, non, mais je comprends. Ouais. Langue, quoi. Non, non, mais bien sûr, là, on n'est pas encore dans le langage. Hein. Là, pour l'instant, on parle de similarité et de contiguïté pour n'importe quelle entité. En réalité, le fait de considérer qu'il y a une sorte d'analogie politique entre Jack Lang et Mitterrand, Malraux, de Gaulle, laisse présupposer que les discours produits par Jack Lang doivent avoir une similarité avec ceux produits par Malraux, mais ça n'est absolument pas obligatoire. On peut très bien imaginer que linguistiquement, il y ait des propriétés différentes. Hein. On n'est pas encore arrivé au langage, on va bientôt y arriver. La première chose qu'on dit quand il y a analogie, c'est qu'il n'y a pas d'identité. Oui, c'est ça. Quand il y a analogie, c'est effectivement ça qui semble un peu paradoxal. Il faut d'abord prendre conscience que lorsqu'on parle d'analogie ou de similarité, c'est d'abord qu'on a perçu sans le dire que implicitement on sait qu'on n'est pas dans l'identité, on sait qu'on est dans la différence. On sait qu'on est dans la différence, mais dans une différence qui tempérée, si vous voulez, dans une différence qui s'accompagne de propriétés communes. Et toute la question va être de savoir si les propriétés communes l'emportent ou pas sur les différences. Il y aurait toutes sortes d'applications politiques sur la question de l'identité nationale autour de tout ça. Hein. Mais bon, passons. Oui, vous aviez une autre remarque ? Non, juste dire, je voulais compléter en fait, pour dire une certaine affinité, quelque chose. Oui, la relation. Voilà, associatif, on peut dire une certaine association, affinité. Oui, alors, affinité, oui. Hein, c'est vrai que cette notion de similarité ressemble à la notion d'affinité, mais l'affinité, ça psychologise déjà un petit peu la chose, hein, quand même. Bon, bien que je considère que la similarité soit un processus cognitif, vous voyez, en parler en termes d'affinité, ce serait un petit peu gênant dans le discours, disons, linguistique. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, lorsqu'on parle des affinités électives de Goethe, on parle d'une certaine forme de similarité enfin tout au moins d'un contact. Mais ce n'est pas de l'association, hein, parce que la relation d'association, elle peut se faire entre n'importe quoi et n'importe quoi, du moment qu'il y a une habitude. Hein. L'associationnisme est fondé sur l'idée qu'une chose est mise en relation avec une autre, mais pas forcément parce qu'elle lui ressemble. Hein. C'est un certain type de relations associatives qui sont les relations de similarité. Alors maintenant, on va commencer petit à petit à entrer dans la problématique linguistique. Là, en français, il faut dire qu'on est un peu gêné, on s'en mêle toujours un peu les pinceaux entre la similarité et l'analogie, pas tellement quand on parle des processus, mais surtout quand on parle des structures. Donc, laissons de côté la distinction entre les similarités ou les analogies binaires et proportionnelles. Hein. Considérons les similarités et les analogies, qu'elles soient binaires ou proportionnelles. Je l'ai suggéré dans la définition que j'ai donnée tout à l'heure, il y a deux choses à distinguer. Il y a les structures et les processus. Donc les structures analogiques et les processus analogiques. Donc les structures, c'est statique, ça se décrit, etc. Et puis, il y a le niveau individuel et le niveau collectif. Alors, comment cela se distribue-t-il ? Le plus simple, ce sont les processus analogiques sur un plan individuel. C'est-à-dire que ça correspond à ce que j'ai décrit tout à l'heure
dans les termes de l'analogie au sens cognitif du terme, votre système cognitif vous permet de détecter et de produire. Alors je dis volontairement les deux. Après, on peut s'interroger sur la différence. Alors détecter, ça suppose que la similarité, elle est à l'extérieur et que vous la repérez. Produire, c'est vous qui construisez une similarité entre des choses. Bon, pour l'instant, cette distinction n'est pas importante. Peu importe, il y a un processus relevant de l'analogie qui va se produire, c'est-à-dire que donc un processus dans votre système cognitif va être fondé, va pouvoir être dit analogique parce qu'il est fondé sur une similarité ou sur des similarités. Bien. Mais lorsque ce processus se répète souvent, vous construisez des structures analogiques qui sont mémorisées dans votre esprit. Donc, elles sont à la fois, elles ont un double statut de structure analogique en tant que résultat d'un processus analogique et de similarité en tant que source de futurs processus analogiques. Pour prendre un exemple tout bête, je veux dire, prenez la régularité de la morphologie. Vous savez conjuguer des verbes du premier groupe, chanter, danser, je chante, tu chantes, je dansais, etc. Bien. Quand un verbe nouveau apparaît, je ne sais pas, downloader, pour dire, vous savez le conjuguer de la même façon. Donc, vous faites une proportion, je download est à je chante comme je downloadais et je chantais, ou peu importe le sens dans lequel vous le faites. Donc, vous utilisez des structures analogiques qui sont mémorisées, c'est-à-dire vous avez mémorisé la régularité la régularité morphologique d'un temps, d'accord, mettons un temps du passé, l'imparfait, d'accord, et vous êtes capable de construire n'importe quel verbe construit de cette façon par analogie. Alors l'hypothèse forte, c'est de dire qu'on le fait par analogie, et pas en ayant une espèce de règle de dérivation dans la tête. Parce que du côté de la grammaire générative ou de certaines théories linguistiques, on va dire, bah oui, vous avez un système qui retient toute la morphologie, et puis vous avez une règle qui se met automatiquement, où on sait que si c'est je, ça va être AIS, si c'est nous, ça va être IONS, etc. L'hypothèse ici, c'est de dire qu'on n'a pas besoin des règles. On n'a pas besoin des règles. C'est un truc, on fait vraiment intuitivement, par ressemblance à des structures régulières qu'on maîtrise déjà. La preuve la plus spectaculaire, c'est le langage enfantin. De jeunes enfants sont capables de dire, pour dire être à l'imparfait, ils sont partis. Pour dire ils étaient partis. Ça, vous l'avez tous entendu si vous avez des petits autour de vous. Il y a, je sais pas, il a prendu sur le modèle de il a vendu. Bon, évidemment que ces enfants n'ont jamais entendu ce genre de forme. Et ils ne produisent pas n'importe quelle construction. Ils produisent, comme par hasard, la chose la plus régulière, etc. Et qui ressemble. Donc, l'idée, c'est ça, ici, c'est que vous avez des structures disponibles qui viennent de la fréquence de la fréquence de votre environnement linguistique. Votre environnement linguistique vous habitue à des régularités. Et donc, si vous avez ces régularités, c'est en fait grâce au fait que vous avez, par analogie, construit ces régularités. Et en même temps, donc c'est dans ce sens-là que on peut les considérer comme des structures analogiques parce qu'elles sont le résultat du processus analogique. Mais en même temps,
si on les considère comme étant la base et non pas le résultat de processus analogiques, on ne va plus les considérer comme des structures analogiques, mais comme des similarités, proportionnelles en l'occurrence, sur la base desquelles on va faire des analogies. D'accord ? Bon, donc, au fond, la différence ici, pour ce qui est non processuel, c'est-à-dire ce qui est les structures, la différence entre parler d'analogie et de similarité, elle est au fond simplement une différence de point de vue, quoi. C'est vraiment très proche. Simplement, l'analogie en français est un terme qui ne... On peut pas le conjuguer, on peut pas dire analogiser, enfin on peut le dire par analogie, analogiser, mais c'est pas entré dans la norme du français, donc on est obligé de dire processus analogique. Alors, tout cela, structure analogique mémorisée et processus analogique effectué par le locuteur, tout cela se situe sur le plan individuel. Mais une langue, ça n'est pas que un phénomène individuel. Sinon, si on était tout seul, ça ne servirait pas à grand-chose de parler. On est d'accord. Donc, il y a une dimension collective fondamentale dans les langues. Alors, là, ce qui est de l'ordre du collectif, c'est que les structures que vous avez mémorisées de la langue française, c'est bizarre, mais vous n'êtes pas le seul à avoir mémorisé les mêmes. Il y a toutes sortes de gens qui parlent la même langue, qui ont mémorisé les mêmes choses. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, on peut considérer qu'il y a dans une langue des structures disponibles, et on dit qu'elles sont disponibles dans une langue parce qu'elles sont disponibles chez à peu près tous les locuteurs de cette langue, avec évidemment bien sûr des variations, mais elles sont descriptibles, ces structures, comme des régularités ou des similarités. Il y a des exceptions bien sûr, mais il y a aussi beaucoup de régularités sur tous les plans, phonologiques, morphologiques, syntaxiques, lexical, pragmatiques, etc. Et c'est cela qu'observe le linguiste. Bien. Et ça donc, ce sont les structures. Partout où il y a de la régularité, partout où il y a un paradigme, au fond, partout où il y a un paradigme, il y a une structure analogique. Dès que vous avez une régularité dans la description d'une langue, vous avez de l'analogie, forcément. Puisque qui dit régularité, dit similarité, au moins proportionnelle. D'ailleurs, c'est pour cela que certains linguistes, comme en particulier Esa Itkonen, dit la linguistique analogique, c'est à la limite, il ne faut même pas en parler comme quelque chose qui revient à la suite d'une forme d'effondrement du générativisme, parce que, bon, ça je n'en parlerai pas, mais si vous voulez, la grammaire générative, elle s'est construite contre l'analogie, c'est-à-dire en disant, dès le départ, l'analogie, ça ne sert à rien, ça ne marche pas, c'est trop vague, on ne peut rien en faire scientifiquement, donc on laisse de côté, ça n'existe pas. La plupart enfin, disons, voilà, ce que Chomsky a dit explicitement, ce que ses partisans disent aussi très vite, dès qu'on définit la grammaire générative, on dit, voilà, pour expliquer la dimension cognitive du langage, il y a soit les règles, soit l'analogie. Bon, nous, c'est les règles, l'analogie, ça ne sert à rien. Bon, voilà. Non, mais c'est comme ça. Et ça a toutes sortes de conséquences. Bon. Donc, c'est pour cette raison que dans la linguistique, si vous voulez, internationale, pendant des années, l'analogie a été complètement oubliée. Elle revient. Mais ce que dit Itkonen, c'est qu'au fond, l'analogie, c'est pas un truc qui revient, c'est un truc qui est là tout le temps, dès que vous faites de la description grammaticale. Et les plus anciennes grammaires sont déjà analogiques, en fait. Simplement, on ne se rend pas compte qu'on fait de l'analogie, et qu'on décrit des structures analogiques.
Mais dès qu'on le dit, on sent, on en prend conscience et c'est une évidence. Hein. Donc, décrire une langue, décrire une grammaire, c'est toujours décrire des régularités, toujours décrire des structures analogiques. Oui? Je voudrais, le mot downloader par exemple. Oui. Si on continue à fabriquer des mots comme ça, est-ce qu'à un moment donné, on ne sera pas dans une situation où on ne pourra pas traduire un mot ou bien comprendre un mot à travers sa racine? Le mot enregistré par exemple, sa racine est registre. On sait qu'il y a enregistré, on sait qu'on peut conjuguer, j'enregistre et tout. Downloader, si la personne ne connaît pas un peu d'anglais ni une technique de l'ordinateur, la personne ne peut jamais imaginer ce que cela veut dire. Oui. Alors que avec l'enregistrement, dès qu'on voit un registre, ou bien enregistré, on sait que... Ouais. Alors, ce que vous êtes en train de décrire, c'est l'idée que, en réalité, enregistrement a une iconicité plus grande que downloader. En fait, quand on peut reconstruire le sens d'un mot qu'on ne connaît pas à partir de ses unités, eh bien, le mot est beaucoup plus iconique que lorsqu'on ne peut pas. Sinon, il est arbitraire, le mot. Bon. Pour downloader, effectivement, si on ne connaît pas l'anglais, on ne peut pas... mais c'est quand même une motivation. C'est pas comme si on avait inventé, donc c'est aussi iconique, mais pas avec le même procédé. Et évidemment, c'est une construction qui est critiquée par un certain nombre de défenseurs de la langue française, en disant il vaut mieux dire télécharger. Sauf que télécharger, ça a un inconvénient en français, c'est que ça ne fait pas la différence entre upload et download. Hein? Donc alors, on a essayé de développer téléverser pour faire la différence entre télécharger et téléverser. C'est très utilisé au Canada, mais pas tellement en France encore. Bon, donc il y a des solutions. Mais downloader est motivé par un emprunt à l'anglais. Enregistrer est motivé, étymologiquement, enfin avec une construction. Avec une construction aussi, préfixe, etc. Mais imaginez que pour dire ça, le vocabulaire de l'informatique, il est vraiment inventé un mot nouveau. Du genre, je ne sais pas moi, craquer, imaginez un mot nouveau. Bon, un mot qui n'existe pas du tout et qu'on crée vraiment pour ça. Alors là, on peut vraiment, là c'est vraiment la situation, on ne peut pas du tout deviner. Vous voyez ? Downloader, on peut deviner à condition qu'on connaisse l'anglais. Mais si... Oui, alors... Oui, tweeter, liker, ben oui, mais alors... tout ça c'est nouveau, mais il y a une motivation. Hein ? Le tweet avec le petit oiseau, le like, liker bien sûr, mais tout ça est fondé sur les contacts entre la langue anglaise et puis le français, mais pas seulement le français, toutes sortes de langues du monde. Mais voilà, ce à quoi il faut comparer cette situation, c'est à l'invention de mots complètement nouveaux. Et ça, c'est très difficile. On l'a fait, hein. Ordinateur, c'est un mot qui a été inventé oui. par Louis Armand. Oui. C'est un mot qui est beaucoup plus intelligent que le mot computer. Ah mais on pourrait... En anglais, ça veut dire faire des calculs. Et la fonction d'un ordinateur, c'est pas faire des calculs, c'est d'être capable de faire des tests et de prendre des décisions. Il y a des instructions qui se suivent et des moments, on fait une comparaison pour voir si on va à droite ou à gauche. Et donc, il y a une notion d'ordre dans un ordinateur. Tout à fait. Oui. Non, mais il y a toute une histoire du mot ordinateur. Il y a eu une hésitation entre plusieurs sortes de mots, etc. Donc, on pourrait effectivement... mais c'est quand même un mot dans lequel on reconnaît ordre. Hein. Oui. Donc, c'est un mot nouveau, mais créé avec des briques déjà disponibles, si vous voulez. Je ne sais pas, j'ai pas d'exemple en tête. J'avais pas prévu de parler de ça.
un mot complètement nouveau qui ne serait pas motivé. C'est difficile. Ça me viendra peut-être. Vous aviez une remarque? Oui, c'était par rapport à tout ça. Il y a aussi un peu, et je ne sais pas comment vous pouvez les considérer, parce qu'en fait, là, on parle beaucoup d'emprunt. Le cas de ces mots qui ne sont non pas utilisés par rapport à ce qu'ils réfèrent, mais plus dans une optique de démarcation, enfin de démarquage social en fait. Il y a beaucoup de ces mots-là qui vont être utilisés pour se donner un statut particulier, pour se démarquer des autres. Et c'est pour savoir, à ce moment-là, le linguiste qui se penche sur ces mots-là, comment est-ce qu'il va analyser ces relations? Alors, vous avez un exemple en tête pour que je vois concrètement? N'importe quoi. Dans le cas du live ou des choses comme ça, moi par exemple je dirais j'aime, mais une personne qui est dedans, qui fait ce genre de choses, va utiliser ce terme, va se rattacher socialement D'accord. qui utilise. Et donc, est-ce que c'est quelque chose qu'on prend en compte lorsqu'on fait des analyses? Cette donnée un peu sociale, Oui, bien sûr, on peut la prendre en compte. Hein. Tout dépend du problème que vous traitez. Effectivement, si vous traitez un problème qui a une dimension sociolinguistique, et effectivement, il peut y avoir une certaine, disons, un vocabulaire un peu mode, etc., dans lequel on a envie de se situer. Et puis, bon, il y a beaucoup de caricatures de cela. Hein, je veux dire, mais ça pose pas de problème linguistique très compliqué en réalité, hein, parce qu'il y a toujours eu des modes langagières. Ce qui est un peu compliqué, c'est de savoir celles qui deviennent, parce que certaines modes langagières s'installent dans la langue et deviennent des réalités de la langue, et d'autres passent très vite et s'oublient. Voilà. Bon, les mots d'intensité sont connus pour ça. Hein, les mots, alors pour dire que c'est bien, c'est super, c'est génial. Avant, il y avait c'est batte. C'est batte, c'est vachement batte. Si vous écoutez, comment s'appelle-t-il déjà son nom m'échappe. Je suis snob, la chanson Je suis snob. Boris Vian, voilà. Boris Vian, je crois que c'est dans Je suis snob qu'il dit à un moment c'est batte, etc. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui dans la génération c'est quoi? Non, mais pour dire un truc qui est vraiment très très bien. Oui? Swag, oui, c'est vrai. C'est swag. Ça, c'est plus classe, non? C'est plutôt que. Oui, stylé, swag et tout. Voilà. Mais déjà. Il y a les mots à la mode, c'est pyramidal. Oui, non, mais là, c'est dans un autre domaine. Ouais. Non, mais là, c'est une autre question. Oui? Est-ce qu'en fin de compte, ça ne met pas la langue en danger? Ah, non, mais non. Non, la langue, elle s'en sortira toujours d'une certaine façon. Bon, bien sûr, il ne faut pas non plus. Il y a quand même des instances nationales qui essaient de réguler un peu tout ça, et justement de faire en sorte qu'on dise plutôt télécharger, même si c'est ambigu, que downloader. Bon, mais au fond, c'est pas très downloader en France, c'est pas tellement courant, je crois. Plus au Canada, c'est ça qui est curieux. Bon, Québec, mais bon, bref. Donc simplement, on ne peut pas décider de l'évolution d'une langue et bloquer des évolutions par des décisions politiques qui viennent de... Ce sont les usages qui vont faire en sorte que des choses vont s'installer durablement dans la langue ou pas. Et là, il se trouve que c'est assez passionnant pour le linguiste dans le cas du vocabulaire de l'informatique, mais du coup il y a beaucoup de collègues linguistes qui travaillent sur ce genre de questions, parce que dans un temps très limité, on a dû trouver des noms pour un grand nombre d'objets techniques nouveaux, finalement. Plus que... je veux dire, il a fallu inventer des tas de noms quand même pour dire tout ça. Donc, là, il y a toutes sortes de problèmes sur les emprunts, des propositions, etc. Et puis, il n'y a pas que le vocabulaire de l'informatique, hein. Il y a le vocabulaire du management, etc., etc. C'est ce qui s'est passé pour l'hébreu moderne, hein. C'est une langue vieille de 2000 ans. Et ils ont inventé une substitut. Oui, mais là c'est encore un autre problème, parce qu'on a recréé... Oui, bien sûr, c'est possible, c'est toujours possible.
Oui. Ma langue maternelle, par exemple, le Yoruba, Oui. lorsque je grandissais, on appelait la télévision Amou-Mao, c'est-à-dire une machine qui prend le son et les images. D'accord. On appelait les voitures par véhicule. Une voiture, par exemple, est un véhicule qui marche lentement. D'accord. Le train, c'est un véhicule qui marche très lentement. Lentement? Oui, très lentement. Lent. Ah, longuement. Non, long. Oui, oui. Long. Oui, oui. Lentement. Un avion, c'est un véhicule qui va très rapidement. D'accord, donc il y a une unité de base qui donne le sens, et puis des modificateurs qui vont préciser, et on peut fabriquer toutes sortes de mots comme ça. Maintenant, les linguistes ont appuyé les mots comme le snob. Qu'est-ce que vous avez appelé ça? Les mots comme le snob qui viennent des journalistes, qui viennent des musiciens. Les linguistes, vous croyez? Oui, ce sont eux. et ils appellent maintenant la télévision téléfichon. Mais ça, ce sont les habitants, les usagers, non? Les habitants, c'est pas les linguistes qui ont pris cette habitude. C'est à l'université maintenant, j'ai Ah. dû à demander pourquoi ils laissent les anciens mots descriptifs d'accord. pour prendre des mots qui viennent de l'anglais. Ça veut dire que dans 10 ans, 20 ans, les enfants ne sauront pas moi, les mots descriptifs que moi je connais, ils ne sauront pas. Ils appellent chair, chia. C'est toujours lié à l'anglais. Alors que en vrai Yoruba, c'était Joku. D'accord. Donc, à un moment donné, un enfant va lire un livre ou bien un roman en Yoruba et ça sera. Tous les mots viendront à partir de ce que les musiciens disent. D'accord. Non, mais alors je comprends ce que vous dites. Effectivement, vous avez raison de dire cela parce que il y a des langues en danger, hein, c'est sûr. Il y a des langues dans le monde, il en disparaît régulièrement et on essaie de les. Il y a justement des linguistes qui travaillent pour essayer de les décrire, pour qu'on en garde une trace, mais on ne peut pas les sauver, parce que effectivement, il y a des langues de domination qui écrasent les autres et tout ça. Mais effectivement, je ne pensais pas à ce cas particulier parce que je pensais, disons, aux grandes langues entre guillemets, les langues qui sont, parlées dans les pays qui bénéficient des moyens justement de domination économique, etc., comme certaines langues européennes, etc., et l'anglais, bien sûr. Mais enfin, bon, on commence à s'éloigner un petit peu de notre sujet, mais c'est très bien. Je suis ravi que vous interveniez, même si ça nous promène un peu. C'est pas très grave. C'est plus vivant comme ça. Je sais très bien. Alors, donc. Si vous voulez, pour reprendre votre exemple du Yoruba, l'idée c'est que ce procédé de formation des mots, si effectivement tous les mots construits comme ça, on les remplace par des mots qui sont interprétés uniquement par emprunt, eh bien on va perdre cette capacité à construire des mots yoruba nouveaux par analogie avec d'autres, parce qu'on aura perdu le sens du montage, si vous voulez, de la structure. On n'aura plus assez de modèles en tête pour ça. Donc, effectivement, c'est important. Voilà. Alors, dernière chose, donc, sur le plan collectif, les processus analogiques, ce sont, les processus analogiques qui vont être validés au plan de la langue elle-même, c'est-à-dire, là, si vous voulez, c'est tout bêtement le cas de ce qu'on appelle
traditionnellement en diachronie l'analogie. Hein, là, l'analogie, en linguistique, c'est au fond l'analogie dans la diachronie, c'est l'usage le plus courant de ce concept par les linguistes. Hein. Lorsqu'on parle de relations analogiques en linguistique ou d'analogie, on pense en général au problème de la diachronie, hein, et à l'évolution, à des évolutions du type, bon, je vous reparlerai plus tard de l'exemple de onos, honor, honorem, par rapport à orator, oratorem, avec des structures qui sont des modèles. Et bon, ben voilà, donc les processus analogiques qui existent au plan individuel, ils peuvent ou non être ratifiés au plan collectif, c'est-à-dire avoir un impact et une installation dans la langue, une sorte de normalisation, hein, qui se fait ou pas. Il y a toujours un moment, il peut y avoir une phase d'invention d'une structure nouvelle par analogie avec des structures existantes, mais il y a un temps pendant lequel cette invention peut disparaître ou s'installer dans le système et devenir une sorte de norme. On ne dit plus résoudre, on dit solutionner. Oui. Eh oui. C'est la commodité de... Tout à fait. Solutionner se conjugue beaucoup plus facilement que résoudre, bien sûr. Mais il est possible qu'effectivement résoudre devienne... bon, alors, solutionner va être perçu comme étant assez moche par les puristes, hein, comme un mot un peu lourd. Solutionner, trouver une solution. Mais au fond, quel service rend résoudre que solutionner ne pourrait pas rendre? Là, il y a une espèce de perception esthétique qui vient du fait que on ressent comme moche les choses nouvelles. Mais c'est exactement comme les modes. Quand vous avez une mode d'un truc vraiment novateur, tout le monde va dire mais c'est horrible. Et puis 6 mois après, tout le monde s'habille pareil et trouve ça très bien. Voilà. La filiation avec solution est beaucoup plus évidente. Oui, solutionner a toutes sortes d'avantages. Moi, je ne l'utilise jamais, ça m'agace terriblement, mais j'ai tort. Et je dis résoudre parce que je prétends être quelqu'un qui parle et écrit bien le français. Mais si je dois être fidèle à ce que j'expose dans les théories de l'analogie, je devrais défendre solutionner. Et il est très probable que solutionner s'installe durablement dans la langue et que résoudre devienne un verbe aussi comme gésir ou comme absoudre. Ah, cognition sociale. Ah oui, alors ça, les phénomènes de cognition sociale, c'est une branche des sciences cognitives, si vous voulez, qui s'est développée relativement récemment, hein, mais maintenant depuis bien une dizaine d'années, qui essaie de répondre justement au fait que, à la critique qu'on fait parfois aux sciences cognitives, de ne s'intéresser qu'à l'individu. Il y a d'ailleurs on peut même, parce qu'il se trouve que l'émergence des sciences cognitives coïncide à peu près avec l'émergence de l'hyper-individualisme capitaliste, quoi, dans les années 70, 80, etc. Et il y a quand même effectivement quelque chose d'assez curieux là-dedans. Et donc, un certain nombre de chercheurs ont travaillé sur les phénomènes dits de cognition sociale, c'est-à-dire, ça peut vouloir dire plusieurs choses. C'est-à-dire que d'une part, la cognition n'est pas que dans la tête. Vous savez, il y a un exemple célèbre qui dit que dans un cockpit d'avion, c'est plein de cognition. Parce qu'en réalité, il y a des structures externes à l'être humain qui prévoient une espèce d'organisation de son système cognitif. C'est-à-dire que dans un certain environnement, vous êtes quasiment obligé de raisonner d'une certaine façon. Donc c'est une contrainte externe de votre système cognitif. Et donc ça, c'est une forme d'externalisme dans la cognition, ce qu'on appelle l'externalisme dans la cognition.
Et ensuite, il existe des phénomènes sociaux. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de phénomènes sociaux? On veut dire de phénomènes qui ne sont pas juste la juxtaposition de phénomènes individuels. Oui, conscience ou phénomène, bref, c'est vieux comme la sociologie, hein. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'à un moment donné, des groupes font des choses que des individus séparés ne feraient pas. Hein. Donc là, ça veut dire et si les gens font cela, c'est pas parce qu'il y a de la magie ou je ne sais quoi, c'est bien parce que leur comportement est modifié par quelque chose. Et leur comportement, in fine, à un moment donné, c'est quand même leur système cognitif qui décide de leur comportement. Mais leur système cognitif mis en réseau avec d'autres systèmes cognitifs. Et c'est là qu'on entre dans la cognition sociale. C'est-à-dire plus seulement le système cognitif d'un individu, mais une espèce de triangulation ou de mise en réseau des systèmes cognitifs fondés simplement, hein, enfin là je ne peux pas développer, mais pour le décrire d'une manière relativement élémentaire, sur l'idée que vous attribuez des pensées à autrui. C'est-à-dire que nos capacités cognitives, elles reposent non seulement sur l'aptitude à comprendre le comportement d'autrui, ses paroles, ses gestes et son comportement, à être capable soi-même d'avoir un comportement adapté par rapport à ce qu'on a dans l'esprit, hein, c'est-à-dire à exprimer ce que l'on ressent, ce que l'on veut, etc. Mais, en plus, on a très spontanément la capacité d'anticiper la façon dont la personne qui est en face de nous va réagir à notre propre production cognitive. Donc, là, c'est, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'esprit, c'est-à-dire savoir comment avoir conscience que l'autre, la personne en face de nous, notre interlocuteur, a lui-même un système cognitif qui va fonctionner dans une certaine relation avec le mien. Et, si vous voulez, ces systèmes d'anticipation des réactions, lorsque on a des phénomènes collectifs, lorsqu'ils sont mis en réseau, arrivent à produire des résultats extrêmement curieux parfois, et à faire en sorte que une personne aboutisse à un comportement qu'il n'aurait jamais produit à lui tout seul. Hein. Bon, je ne sais pas si je suis clair, mais vous voyez grosso modo l'idée générale. Oui, je vous en prie. Juste un petit détail, si ça vous intéresse, vous pouvez. Il y a un blog très sérieux, très intéressant, qui s'appelle, je crois Cognition and Culture, hein, qui parle vraiment de phénomènes de cognition sociale. Oui. Alors, comme moi aussi, j'ai découvert aujourd'hui, comme on a dit, cognition sociale, en fait, pour quelqu'un, enfin moi je ne connais pas par exemple ce terme-là, mais je le vois de cette façon-là. Une communauté linguistique, un individu qui appartient à une communauté linguistique quelconque, il y a toujours ce qu'on appelle, je ne sais pas si on peut dire implicite, des savoirs partagés. On partage, parce qu'on appartient peut-être au même contexte, à la même histoire, c'est-à-dire quand je raconte une histoire à quelqu'un qui est arabophone, disons, je pourrais une histoire, ou bien je lui parle, je communique avec cette personne-là, je n'ai pas besoin de revenir sur des choses quelquefois parce qu'on partage tous les deux. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est ça? Voilà. Oui, aussi, bien sûr. C'est-à-dire que une langue véhicule aussi, bien sûr, toute une culture et donc mais là, du coup, on revient au concept que vous évoquiez tout à l'heure, qui est celui d'association. Hein. Là, on est vraiment dans les réseaux associatifs et le fait que nos mots, nos phrases sont associés à toutes sortes de valeurs culturelles, de notions, et que ces valeurs, ces notions sont là, partagées par une communauté. Hein. Et donc, du coup, ça participe de ce phénomène de cognition sociale. Alors,
relation de similarité. Très bien. On a vu un peu ce que ça voulait dire, on a vu la différence entre le plan individuel, le plan social, entre les structures et les processus. Maintenant, une fois qu'on a ça à l'esprit, on va dire la relation de similarité, on va la faire entre quoi et quoi. Alors, à titre vraiment minimal, on peut dire que dans la description linguistique, on a besoin de ces notions-là. Alors, ESM, ce sont des événements sensorimoteurs. Alors, qu'est-ce que j'appelle événements sensorimoteurs ? Ce sont des mouvements du corps qui sont moteurs lorsque vous parlez. Lorsque vous parlez, vous avez toutes sortes de mouvements bucco-phonatoires, etc. Sensoriels lorsque vous entendez une langue. Bon, il y a aussi de la sensorialité lorsque vous parlez, vous sentez votre langue dans votre bouche, etc., etc. Enfin bref, il y a toutes sortes de mécanismes proprioceptifs qui peuvent jouer un rôle important, mais pour simplifier, vous avez donc là le corps. Événements sensorimoteurs, c'est l'aspect corporel du langage en émission ou en réception. Donc lorsque vous prononcez le mot ordinateur, il y a toutes sortes d'événements sensorimoteurs qui se produisent dans votre corps. Il y a un son qui est produit, qui est matériel, et puis il y a des événements sensorimoteurs qui se produisent chez la personne qui entend. Le signifiant, c'est autre chose, c'est une chose abstraite, vous le savez, c'est les phonèmes par exemple, c'est la suite de phonèmes dont se compose par exemple le mot ordinateur. Le signifié, pour simplifier, on va dire que le signifié c'est le sens du mot dans une langue donnée. Le signe, c'est l'ensemble signifiant et signifié, dans la tradition saussurienne. Le concept, on peut considérer que le concept, c'est quelque chose qui est directement lié c'est une conceptualisation de la réalité externe. Donc là, il n'est pas dépendant des langues. Si vous voulez, pour reprendre un exemple qui est classique parce que c'est l'exemple du cours de linguistique générale, vous savez, le mot bœuf. On en reparlera du bœuf plus tard, mais là, en l'occurrence, je vais m'en servir comme exemple. Le mot bœuf. Si je considère, donc le mot bœuf, qui en français se dit bœuf et en allemand se dit ox, et puis voilà, dans plein de langues se dit de différentes façons. Si plusieurs personnes qui parlent des langues différentes veulent désigner cet animal qui est dans un pré. L'animal en lui-même, il fait partie de la réalité externe. C'est le bœuf qui est en train qui est là, qui existe. La réalité externe. Le concept de bœuf, ça va être l'abstraction commune, à supposer que ça existe, mais admettons, que font chacune des personnes qui sont autour. Et le signifié, ce sera le sens associé au mot qui va être un peu variable d'une langue à l'autre. Parce que dans certaines langues, bœuf va pouvoir s'opposer à taureau, à vache, mais dans d'autres langues, c'est pas le même système d'opposition. Par exemple, en allemand, vous avez Ox, Stier, Bulle, qui recoupent pas du tout les mêmes choses que en français. Bref, vous avez des signifiés différents selon les langues, pour éventuellement un même concept. Certains linguistes considèrent que le concept est un artefact, ça n'existe pas dans la réalité, mais bon. Je le pose ici comme étant un élément descriptif possible. Alors, c'est une liste vraiment du matériel minimal au sens à la fois le plus petit matériel et au sens des choses de base. Mais on pourrait ajouter ici phrases, textes, etc. À partir de ces éléments, on va distinguer deux types d'analogies. Des analogies homogènes et des analogies hétérogènes.
Les analogies homogènes, elles sont fondées sur des similarités entre éléments de même nature. Entre signifiant et signifiant, entre signifié et d'autres signifiés, entre un signe et un autre signe. D'accord ? Et les analogies hétérogènes, elles vont être fondées sur des relations entre des éléments qui ne sont pas de la même nature. Et ce sont deux types d'analogies qui fonctionnent d'une manière assez différente. Alors, il suffit ensuite de faire un tableau à double entrée. Vous voyez ? Événement sensorimoteur, signifiant, signifié, signe, concept, référent ou... Et puis, vous avez des analogies homogènes là, dans toute la diagonale, et des analogies hétérogènes partout ailleurs. D'accord ? Hein ? Entre signifiant, événement sensorimoteur, etc., etc. Alors, il faut ajouter une rubrique, bon, mais ça, je vais pas insister, on a besoin d'une rubrique en plus qu'on appelle homo-hétérogène, parce qu'il y a parfois... des hétérogénéités au sein de l'homogénéité, qui, en particulier, c'est le cas des métaphores, mais je vais y revenir dans un instant. Donc, vous voyez que le travail, disons, préliminaire dans l'analyse de type analogique, c'est de dire, d'abord, entre quoi et quoi j'examine les analogies, et je regarde toutes les possibilités. Certaines ne sont pas du tout intéressantes, ne sont pas du tout pertinentes, d'autres oui. Et je me sers donc de ce genre de tableau pour avoir une idée d'ensemble de toutes les possibilités. Et ensuite, j'élimine celles qui ne m'intéressent pas. Alors, je vais vous donner quelques exemples d'analogies homogènes. Alors, par exemple, entre signifiant et signifiant, ça va être les phénomènes de rime, de paronomase, de mots qui se ressemblent un peu, etc. Alors, évidemment, rime, on dit que c'est une analogie homogène, mais entre signifiants, mais c'est une analogie entre signifiants qui mène à une analogie entre les signifiés correspondants, très souvent dans la poésie. Si on fait rimer des mots, c'est pour faire en sorte que le rapprochement des signifiants conduise à un rapprochement des signifiés. Pas toujours, il y a parfois, effectivement, des similarités entre des mots qui ne sont pas pertinentes. Dans ce cas-là, ça va être juste de la similarité, pas de l'analogie. Une rime, c'est qu'on essaie de faire... si une rime n'est pas gratuite, c'est qu'il y a une analogie entre les mots. Entre signifiés, c'est quoi les analogies fondées sur des similarités entre des signifiés ? Des signifiés qui se ressemblent, ce sont les synonymes, ou les parasynonymes plutôt, les mots qui sont presque synonymes. Ou alors c'est aussi tout le problème de la polysémie, avec des significations qui se ressemblent mais qui ne se recoupent pas. Par exemple, je sais pas, bouton, le mot bouton, qui peut vouloir dire un bouton de sonnette, un bouton de porte, un bouton sur la peau. Tout ça se ressemble un peu, mais ça a quand même des sens très différents. Donc c'est une forme de similarité qui n'est pas du même ordre que la synonyme. Mais la polysémie, c'est pas un problème, c'est ce qui se permet aux langues d'exister. Oui, bien sûr, non, mais on est parfaitement d'accord. C'est une propriété fondamentale des langues, c'est pas un problème. C'est justement, la polysémie montre bien que les problèmes de similarité et d'analogie sont essentiels, sont vraiment là. Entre événements sensorimoteurs, bon, ce qu'on appelle événements sensorimoteurs, on appelle ça aussi des faunes dans certains appareils conceptuels, mais peu importe. Au fond, c'est le phonème lui-même qui est fondé sur l'analogie entre des sons ou entre des productions. Vous voyez, par exemple, lorsque... je ne sais pas, c'est vraiment d'une banalité terrible ce que je veux dire là, mais lorsque quelqu'un prononce un mot, en français, je sais pas, je prenais le mot ordinateur tout à l'heure, ce mot, du point de vue strictement physique, selon la personne qui parle, du point de vue physique, il aura des propriétés différentes. Parce que le signal acoustique va être différent selon que la voix est grave, aiguë, selon qu'elle a tel ou tel
tonalité, enfin bref. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on reconnaît quelqu'un à sa voix, parce qu'il y a bien des différences qu'on perçoit entre les voix. Bon, malgré ces différences, quelle que soit la personne qui va prononcer le mot ordinateur, il y a suffisamment de similarité entre ces événements sensorimoteurs que je reçois ou que je produis pour que je considère que c'est la même suite de phonèmes. Donc en fait, le concept même de phonème est basé sur une similarité entre des événements qui sont des événements sensorimoteurs. Bon, les analogies entre référents, ça va être l'idée qu'il y a des catégories conceptuelles. Hein. Par exemple, deux ordinateurs peuvent être très différents en tant qu'objets. On peut les mettre quand même dans la même catégorie. Donc, j'ai bien une analogie entre deux choses. Je reste dans l'analogie homogène. L'analogie entre signes, ça va être ce qu'on appelle la motivation relative. Bon, par exemple, les exemples que je donnais tout à l'heure de la conjugaison, ou alors j'aurais pu donner aussi les exemples des noms d'arbres, hein, qu'on donne souvent, poirier, cerisier, etc. Vous voyez, si vous n'avez jamais entendu, il est très probable que vous n'ayez jamais entendu le mot cacaoyer. Un cacaoyer, bon, même si vous n'avez jamais entendu ce mot, vous savez que c'est l'arbre sur lequel poussent alors, les fèves de cacao. Bon, et comment vous le savez? Parce que vous connaissez cerisier, pommier, poirier et que vous faites l'analogie. Hein. Bon, ça c'est de la motivation relative, c'est des relations entre signes. Alors ensuite, les analogies homo-hétérogènes, où il y a la même catégorie, mais avec la présupposition d'une espèce d'hétérogénéité au sein de l'homogénéité. Bon, alors ça, c'est la métaphore. Et puis les analogies argumentatives, notamment didactiques. Pourquoi? Parce que la métaphore, c'est une analogie entre deux significations. Hein. C'est-à-dire que vous allez dire, je sais pas, tes yeux sont des lacs, etc. Faut pas commencer comme ça, hein, c'est un peu banal comme métaphore, mais bon, admettons. Ou alors, la nature est un temple, de vivants piliers, etc. Bon, voilà, la nature est un temple. Donc là, vous faites bien un lien entre des significations. L'idée de nature est vue à travers l'idée de temple. Donc, il y a bien vous avez bien deux signifiés, c'est-à-dire une analogie homogène, mais le principe de la métaphore suppose qu'on ait affaire à des signifiés distincts, lointains l'un de l'autre, parce que sinon ça ne fonctionne pas du tout. Donc c'est ça qu'on appelle les analogies homo-hétérogènes, c'est-à-dire elles sont homogènes en termes, si vous voulez, d'ontologie, c'est-à-dire qu'elles utilisent des éléments qui appartiennent à la même catégorie, mais elles supposent une distinction. Alors même chose pour l'analogie didactique, l'analogie argumentative. En général, une analogie didactique, pour expliquer que les fanons de la baleine, pour expliquer cela, vous allez utiliser l'épuisette, par exemple, qui est un objet très différent, mais qui a des propriétés communes, etc. Bon, l'analogie formelle, ça je vous en ai un peu parlé, c'est aussi une analogie homo-hétérogène, c'est le cas des systèmes d'équations. Et puis les analogies hétérogènes, eh bien, ça va être d'abord la plus importante, c'est toute la problématique de l'iconicité, hein, qui est une analogie, alors tout dépend comment on la décrit, c'est une analogie d'un côté entre soit des signifiants, soit des faunes ou des événements sensorimoteurs, oui là j'ai mis faune au lieu de ESM, mais c'est pareil, hein, là où c'est la même chose. Donc, signifiant ou ESM d'un côté, signifié ou référent de l'autre. L'analogie entre ces deux ordres de choses renvoie à la problématique de l'iconicité. L'analogie entre des signifiés ou des concepts et des référents renvoie à toutes sortes d'analogies cognitives et aussi à des problèmes de sémantique référentielle. Bon, par exemple, pourquoi le haut, pourquoi la direction, l'orientation haut-bas correspond à des valeurs. Pourquoi le bien est en haut, le mal est en bas, toujours. Parce que il y aurait des liens entre certaines descriptions référentielles et puis des signifiés. Mais ça, je vous expliquerai peut-être plus tard.
Et puis signifiant faune, ça c'est plus banal, c'est la simple analogie phono-articulatoire, c'est-à-dire que les phonèmes ont des analogues articulatoires. Mais les deux plus importantes, ce sont celles-là. Là, il y a toute une partie de la linguistique cognitive qui est dans cette analogie-là, et là, c'est toute la problématique de l'iconicité. Alors, ce que j'aurais aimé faire, c'est terminer en vous disant quand même un mot de certaines des sources de la problématique analogique, et en particulier, et je vais finir la séance là-dessus, la filiation guillaumienne. Alors, les sources de l'analogie, en France en tout cas, les personnes qui sont intéressées, qui s'intéressent depuis un certain nombre d'années à des problèmes d'iconicité, viennent la plupart du temps de la lecture de Gustave Guillaume. Dans les milieux anglo-saxons, la source est plutôt Jacobson, et en fait, Jacobson lui-même s'inspire de Peirce, un philosophe, logicien, un intellectuel anglais, américain, pardon, dont je vous parlerai obligatoirement au cours de cette année. Donc, c'est important de comprendre cette filiation, et puis donc c'est l'occasion aussi de cette journée d'études de jeudi qui m'en donne l'occasion. Bon, il y a des raisons, il y a des sources aussi neuropsychologiques, et puis des sources philosophiques. Donc il y a toutes sortes d'arguments qui viennent à la fois de la psychologie, de la neurologie même, de la philosophie, de la sémiotique et de l'interprétation linguistique de la sémiotique, et puis de travaux purement linguistiques. Tous ces arguments-là, on trouve des arguments en faveur de la problématique analogique dans toutes ces sources. Alors, la question de la filiation guillaumienne, on peut l'illustrer, c'est un exemple que j'avais pris dans ce livre qui est déjà un petit peu ancien, Le sens du signifiant. C'est un bon exemple pour illustrer cela, c'est l'exemple de l'analyse des radicaux du verbe aller par Gustave Guillaume. Alors, je vais y venir dans un instant, mais je vous mentionne deux auteurs auparavant. Maurice Toussaint, donc qui est décédé il y a quelques années, qui avait fait un livre dans les années 70, je crois que c'était en 75, intitulé « Contre l'arbitraire du signe ». Alors lui, c'est quelqu'un qui avait suivi les cours de Gustave Guillaume, dont je vais vous parler tout à l'heure, et qui en avait tiré une sorte d'argumentation qui montrait que le signe n'était pas arbitraire. Donc vous voyez que là, c'est l'analogie du côté de l'iconicité. La source guillaumienne, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il faut le dire pour être précis, la source guillaumienne, elle nous introduit dans la problématique de l'analogie par la question de l'iconicité, c'est-à-dire de la critique de l'arbitraire du signe. Un autre auteur que je mentionne parce que ça a été un grand professeur ici à la Sorbonne, de 74 à 90, Bernard Potier, qui a écrit la chose suivante dans un article assez intéressant, enfin très intéressant, intitulé « Guillaume et le Tao, l'avant et l'après, le yang et le yin ». Il écrit la chose suivante: ce qui serait invraisemblable, ce serait que le signe fût arbitraire. Ce serait donner le hasard comme explication de tout ce dont on ne saurait rendre compte. Maurice Toussaint a raison de rechercher les traces de la non-arbitrarité du signe en allant au-delà des travaux de Pierre Guiraud, alors un autre linguiste français qui a travaillé sur les structures étymologiques du lexique, pas dans une optique spécialement guillaumienne, mais c'est aussi toute une école française de l'iconicité. L'hypothèse la plus cohérente serait qu'à l'origine, les signes avaient leur propre motivation, même si en 1978, vous voyez, ça vous date le texte, nous sommes bien mal armés pour en rendre compte, et que peu à peu, comme c'est le cas pour des milliers de témoignages historiques qui remplissent les manuels, cette motivation s'est perdue. Bon, cette affaire de la motivation originaire qui s'est perdue, on n'est pas forcément obligé d'être d'accord, mais quand même, il y a, chez un linguiste quand même, il est connu comme un sémanticien, Bernard Potier, c'était un hispaniste au départ, mais il a écrit un grand traité qui s'appelle La sémantique générale, quelqu'un de parfaitement sérieux, pas du tout fantaisiste, pas spécialement fantaisiste, disons, voilà, il écrit
très clairement que Toussaint a raison de... Voilà. Et Pothier est aussi quelqu'un qui a très bien connu, je crois d'ailleurs qu'il a suivi aussi les cours de Gustave Guillaume, c'est donc aussi la filiation guillaumienne qui est ici. Il y a une autre source à laquelle je repense, dont je n'ai pas parlé, sur l'iconicité, mais c'est un peu à part, mais c'est quand même très présent en France. Ce sont les gens qui travaillent sur les langues des signes des sourds-muets, parce que ce sont des langues qui, quand on les décrit, qui ont des structures iconiques évidemment très très fortes, enfin évidemment. Et il y a Christian Cuxac, le grand linguiste de la langue française sur la langue des signes, qui a beaucoup développé cette idée, les structures de grande iconicité. Donc il y a aussi les langues des signes qui illustrent cette problématique. Alors, quelques mots sur Guillaume avant qu'on se sépare. Alors, voici le problème qu'il pose, Guillaume. Il remarque que le verbe aller se conjugue sur 3 radicaux. Le radical al, alors pour l'infinitif, le participe, aller, allant, aller. Pour le subjonctif, que j'aille, que tu ailles, que tu ailles. L'indicatif présent, mais uniquement les personnes 4 et 5, nous allons, vous allez. Les personnes 4 et 5 de l'impératif, bon ça c'est un peu pareil que le présent. L'imparfait, le passé simple, tout le temps, chacun de ces temps se conjugue se construit sur le radical al. Hein, j'allais, tu allais, il allait, j'allais, tu allas, il alla. Bon, ça c'est pour le radical al. Ensuite, le radical v, il marche pour le présent de l'indicatif, je vais, tu vas, il va, etc. Sauf pour nous allons, vous allez, qui passe au radical al. Et puis il y a le radical i pour le futur et le conditionnel. J'irai, tu iras, j'irai, tu irais, etc. Alors, la question qu'il pose est la suivante. Et là, je lis une citation de l'article de juillet 41 intitulé « De la répartition des 3 radicaux du verbe aller entre les formes de la conjugaison française ». La question se pose en face de cette répartition, d'en connaître le déterminant. Du même coup, 2 thèses s'affrontent. L'une, que l'on se trouve en présence d'un simple fait d'usage, une cristallisation d'habitude prise derrière laquelle il n'y a pas de principe opérant. Donc vous retrouvez là l'idée que quand on est du côté de l'arbitraire, il n'y a rien à expliquer, hein, c'est irrationnel, il n'y a pas de principe opérant. L'autre, que la répartition tient à des raisons profondes qu'une analyse pénétrante devrait permettre de découvrir. Donc, ce que Guillaume va faire dans cet article, c'est, à partir des principes qui pour lui régissent le système verbo-temporel, le concept de personne, parce qu'il va avoir besoin du concept de personne pour expliquer pourquoi la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel, nous et vous, ne fonctionnent pas de la même façon. Donc il a besoin d'une sorte de théorie de la personne pour pouvoir expliquer ça. Et puis l'étymologie. À partir de ces principes, il va fournir une explication, alors à laquelle on adhère ou pas, hein, mais il fournit une explication assez complexe, hein, il faut le reconnaître, pour justifier la répartition des radicaux. Donc, très souvent, vous avez cette idée que, dans les descriptions linguistiques, que pour dire « aller » en français, vous avez trois choses qui veulent dire la même chose. Hein. V, al et ir. Et ça veut dire exactement la même chose. Ce que Guillaume va essayer de montrer, c'est que justement, ça ne veut pas dire exactement, ça ne signifie pas exactement la même chose. Alors, quelques mots sur Gustave Guillaume. Oui, c'est la même photo d'ailleurs que sur l'affiche. Là, je vois qu'il est un petit peu tard pour développer. Bien, écoutez, on en reparlera plus tôt la semaine prochaine. Vous découvrirez donc un petit peu l'œuvre de Guillaume. Cette semaine, pardon, pas la semaine prochaine. Vous découvrirez Guillaume. Ah oui, non, vous dites pas la semaine prochaine, oui, parce que c'est les vacances, c'est vrai. Pardon. Donc on se retrouve après les vacances et je développerai un petit peu plus sur Guillaume. Mais pour les plus curieux d'entre vous, vous avez donc cette journée de jeudi. Voilà, merci de votre attention. Et donc,
À bientôt et je reste donc bien sûr pour les questions.